Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 17 février, au sommaire cette semaine, 6 articles. Pour BPI France, l'écosystème tech français pêche dans l'industrialisation et l'export, à lire sur l'usine digitale. Baromètre de l'e-commerce Europe 2022, la France s'illustre par ses différences, à lire sur le JDN. Le Bon Coin, Vinted, Encore Store rejoignent l'Alliance française des places de marché pour faire face aux pressions réglementaires, à lire sur French Web. Les principaux axes de développement des enseignes en 2023, à lire sur acturetail.fr. Amazon ne va plus collaborer avec certains grossistes en Europe, à lire sur siècledigital.fr. Et enfin, la licorne française Miracle annonce une nouvelle année record en 2022, à lire sur Le Figaro. Je vous rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, je vous invite à écouter l'épisode 158 dans lequel je reçois Olivier Binet, CEO de Bridge. Nous y parlons open banking, paiement et plus particulièrement du paiement par virement ou instant payment, une solution simple et efficace pour laquelle les frais de traitement sont significativement bas. Elle permet en outre d'améliorer le taux de conversion, surtout sur les gros paniers. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Pour BPI France, l'écosystème tech français pêche dans l'industrialisation et l'export, à lire sur l'usine digitale en date du 16 février. Lors du bilan annuel de BPI France, son directeur général, Nicolas Dufourcq, a insisté sur la complexité du chantier de réindustrialisation de la France, que le gouvernement a en partie confié à la Banque publique d'investissement. Elle serait notamment liée au manque d'entrepreneurs et d'investisseurs positionnés sur le secteur industriel, lui préférant typiquement le SaaS, moins long et moins coûteux à développer. Les performances du pays en matière d'export en pâtissent aussi. Ce jeudi 16 février 2023, Nicolas Dufourcq, le DG de BPI France, présentait le bilan de la Banque publique d'investissement pour l'année écoulée. Une très grosse année bouclée avec 1,5 milliard d'euros de bénéfices. Avec 67 milliards d'euros injectés dans l'économie française en 2022, nous sommes une institution financière à mission d'intérêt général performante, poursuit-il. La Banque d'investissement a confirmé son rôle important auprès des entreprises, consacrant l'an dernier 17,32 milliards d'euros à leur financement. Elle affirme détenir 10% de parts de marché dans le capital développement des PME et ETI et 6% dans les startups. Une année sélective pour la French Tech. Pour la French Tech, 2023 va être très sélective. Pour les startups qui sont juste correctes et qui ont besoin de lever des fonds, ça va être une année difficile. Pour les autres, il va falloir être économe et performante, a prévenu le DG. Rappelons que le bon bilan annuel des levées de fonds dans la French Tech était faussé. De nombreuses levées ayant été bouclées en 2021 s'étant vues décalées sur 2022 pour profiter de l'effet d'annonce. En réalité, les investisseurs ont bien décidé de lever le pied et de se concentrer sur les opérations vraiment rentables. C'est concrètement, ça s'est senti au 3e et 4e trimestre et la tendance devrait durer en 2023. BPI France veut industrialiser le secteur de la tech. Nicolas Dufourcq a profité de ce bilan pour afficher les priorités de l'année à venir et il n'a évidemment pas manqué de parler des efforts réalisés par BPI France pour la réindustrialisation de la France, sujet sur lequel l'organisme a été mandaté par le gouvernement, notamment par le biais du plan France 2030 et en particulier sur le secteur de la deep tech. Le DG assure vouloir continuer de pousser les chercheurs à devenir entrepreneurs, puis industrialiser et commercialiser leurs produits. BPI France remet 500 millions d'euros sur la table sur le plan Deep Tech qui se poursuit en 2023, tout comme le plan Start-up et PME industriel lancé en janvier 2022 dans le but de créer 100 usines par an à horizon 2025. C'est un peu le late stage du plan Deep Tech qui a fait des petits. Il accompagne les startups de la Deep Tech qui veulent maintenant devenir industrielles, explique le DG. 75 d'entre elles seraient actuellement en train de muter vers des projets d'industrialisation. Les investisseurs préfèrent le SaaS à l'industrie. Nicolas Dufourcq n'a toutefois pas manqué de souligner à quel point le chantier de la réindustrialisation française est colossal et compliqué à mettre en œuvre. Pour la réussir, il va falloir 15 ans d'efforts continus, a-t-il lancé. La difficulté majeure,
la rareté des investisseurs spécialisés sur ce créneau. L'industrie est un secteur particulier de l'investissement. Il y a un sujet de foncier, le développement est long, il faut financer les lignes pilotes et réussir la phase risquée de l'industrialisation. En clair, l'industrialisation est trop longue et coûte trop cher, ce qui freine les investisseurs, mais aussi les entrepreneurs à se positionner sur le secteur industriel, lui préférant par exemple le SaaS, plus rapide et moins onéreux à développer. Face à ce problème, BPI France a renforcé le plan Start-up et PME industriel avec le Fonds national de venture industrielle qui sera lancé dans quelques semaines, un fonds doté de 350 millions d'euros qui vise à faire émerger des fonds de capital risque ou de capital développement qui soutiendront les projets industriels portés par des start-up et des PME françaises. Il faut davantage d'investisseurs français spécialisés dans les startups cotées. L'industrialisation ayant entre autres pour objectif la souveraineté, Nicolas Dufourcq insiste également sur le manque d'investisseurs français spécialisés dans la tech cotée, ceux qui savent patienter, qui ne revendent pas tout de suite. Par le biais du club des investisseurs Cornerstone, lancé cet été, la Banque publique d'investissement cherche ces investisseurs du private equity et les présente aux plus belles signatures de la tech française, bien en amont si possible, afin de créer le désir, explique le dirigeant. On pense par exemple à Dakaiku, Content Square ou Miracle. L'écosystème tech français compte désormais un nombre conséquent de scale-up et de licornes pour lesquels l'exit privilégié serait probablement une introduction en bourse. Ce serait un crève-cœur que ces scale-up entrent sur celle de New York ou d'Amsterdam, termine-t-il. Mauvaise performance de la France sur l'export. Le manque d'attrait pour le hardware en amène un autre. Les mauvaises performances du pays en termes d'export et de commerce extérieur. Oui, car il faut des startups qui fabriquent des produits physiques pour pouvoir exporter. À l'international, l'assurance crédit de BPI France a connu une croissance de 59% en 2022, passant de 20,8 à 33 milliards d'euros. Mais cette activité va retomber autour des 20 milliards en 2023, a prédit Nicolas Dufourcq, ajoutant « On ne va pas vendre des rafales tous les ans ». On a accompagné 1500 entreprises à l'export en 2022, mais il faudrait que ce chiffre soit multiplié par 10 en réalité. Il y a du travail. En France, on n'est pas bon sur l'export, en Europe globalement, mais par exemple, les Allemands exportent beaucoup en Chine, pas nous, déplore le DG. Un manque d'investissement aussi sur l'internationalisation. Selon lui, il faudrait d'abord revoir les produits et notamment les simplifier. Il faut aussi oser dire que nos entrepreneurs français doivent se bouger sur le sujet, ajoute-t-il. Notre culture à l'export est insuffisamment développée. Il faut pousser les entrepreneurs dans ce sens et héroïser ceux qui y parviennent, dont on ne parle malheureusement jamais à la télé. Par ailleurs, il manque sur la phase d'internationalisation aussi des investisseurs. Les entrepreneurs doivent avoir davantage de budget pour exporter et ils ne peuvent pas vraiment compter sur les banques. Sur le crédit à l'exportation pour les PME, on a 80% de part de marché. Personne ne le fait, tient à noter Nicolas Dufourcq. Un problème à résoudre rapidement car, comme le rappelait Didier Boulogne, directeur général délégué à l'export au sein de Business France, en cette période économiquement difficile, le pari de l'export est gagnant pour nos startups. Rester replié sur soi et ne pas s'attaquer rapidement à l'international serait le mauvais choix. Baromètre de l'e-commerce en Europe 2022, la France s'illustre par ses différences, à lire sur le JDN en date du 16 février. Catégories qui vendent le plus, jours les plus performants de l'année ou la place de l'occasion en Europe, Fox Intelligence a dévoilé en avant-première au JDN son baromètre 2022 de l'e-commerce en Europe. En 2022, la tendance est à la stabilisation des ventes en ligne en Europe, après une année 2021 exceptionnelle pour l'e-commerce. Fox Intelligence, spécialiste de données e-commerce qui propose des insights en temps réel sur une plateforme SaaS, publie ce 16 février 2022 son baromètre e-commerce européen 2022 grâce aux données de son panel comprenant 1,5 million d'e-shoppers en Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni. D'après Fox Intelligence, en France, les ventes restent stables en 2022 avec une évolution de 0% en valeur et de moins 2 en volume entre 2022 et 2021. L'électronique grand public concentre les dépenses. Parmi les catégories les plus plébiscitées par les acheteurs européens, l'électronique grand public et le vestimentaire. Ces catégories représentent à elles seules 50% du budget dépensé en ligne en 2022.
par les Espagnols, 37% du budget online des Italiens. Les dépenses high-tech sont plus élevées en Italie et en Espagne, respectivement 30 et 31% des dépenses en ligne, qu'au Royaume-Uni, 18%, en France 21% et en Allemagne 23%. Le vestimentaire représente 22% au Royaume-Uni et en Allemagne, contre 19% en Espagne. 17% en France et en Italie. L'alimentaire émerge en France et au Royaume-Uni. La catégorie alimentation et boissons, qui exclut les services, fait partie des catégories qui progressent le mieux en 2022 en France et au Royaume-Uni. L'alimentaire représentait 13,7% des dépenses en France en 2021 contre 14,9% des dépenses en 2022. Cette catégorie pèse donc pour plus de 10% des dépenses dans les deux pays contre 3% en Allemagne et en Espagne, 5% en Italie. En France notamment, les grandes et moyennes surfaces se sont mises en ordre de marche face au quick commerce. Avec la pandémie de Covid, les habitudes de consommation ont été bousculées et les enseignes de l'alimentaire se sont adaptées en proposant de nouveaux formats de livraison plus rapides. Pour Fox Intelligence, les consommateurs se concentrent aussi de plus en plus sur les catégories essentielles, l'alimentaire, la santé et la pet food. Avec le climat économique actuel, les consommateurs sont limités en termes de budget, ils sont devenus très prudents dans leurs dépenses et doivent faire des compromis entre ce qu'ils achètent ou achètent et combien ils achètent, explique Guillaume Coudry, le Chief Customer Officer chez Fox Intelligence. Les Français dépensent 119 € chaque mois, avec 122 € dépensés en moyenne chaque mois. Les Allemands dépensent 22% de plus que la moyenne européenne et 2 fois plus que les Espagnols. Les Français dépensent, eux, en moyenne 119 € chaque mois. Les Britanniques ont la fréquence d'achat la plus élevée, avec 40 achats par an, contre 34 pour les Allemands, 27 en France, 22 en Espagne, 20 en Italie. En revanche, le panier moyen le plus élevé en France, à 55 € devant l'Italie, 53, l'Allemagne 47, le Royaume-Uni 39 et l'Espagne 34. La moyenne européenne est de 29 commandes en 2022 pour un panier moyen de 45 €. En France, la catégorie des gros acheteurs pèse très lourd dans les ventes. S'ils ne représentent que 20% des acheteurs en ligne en France, ils pèsent pour 64% des ventes en valeur. Ils sont parisiens pour 10% d'entre eux, sont surreprésentés dans la génération Y, née entre 80 et 94, et commandent davantage sur Amazon. Leur panier moyen est de 67 €, soit 22% de plus que la moyenne des Français. Ils dépensent plus de 5 000 € par an. Leurs 5 catégories privilégiées sont l'alimentaire, le DIY, l'électronique, le jardin et le bébé. Le vestimentaire n'en fait pas partie. Le Prime Day s'impose partout, sauf en France. Fox Intelligence a déterminé pour chaque pays les 7 jours de l'année pendant lesquels les ventes ont été les plus fortes en 2022. Le Black Friday est bien représenté, avec non seulement une explosion des ventes le jour même, mais aussi autour de l'événement, qui devient donc une Black Week. Prime Day, les journées de promotion créées par Amazon, qui ont eu lieu les 12 et 13 juillet 2022, se classent bien également. Le premier jour de Prime Day est le jour le plus performant en Italie et le deuxième jour le plus performant en Espagne et au Royaume-Uni, quatrième en Allemagne. Amazon a proposé une seconde slave de ces Prime Day les 11 et 12 octobre 2022. Ces 2 jours ont émergé en Italie. En France, en revanche, Prime Day ne ressort pas parmi les 7 jours les plus performants de 2022. Le 9 septembre 2022, date d'ouverture des précommandes de l'iPhone 14, se classe 5e meilleur jour de vente en France et 7e en Espagne, alors qu'il n'apparaît pas pour les autres pays. La France plébiscite la seconde main. En France, le taux de pénétration de l'occasion a presque triplé en 5 ans, passant de 14 à 41% entre 2017 et 2022. Par comparaison, l'occasion n'est pas utilisée que par 23% des Britanniques, 16% des Allemands, 14% des Italiens, 12% des Espagnols. Sans surprise, et pour des raisons budgétaires, la génération Z est surreprésentée parmi les acheteurs d'occasion devant la génération Y et la génération X. En France, l'occasion représente 14,7% des achats totaux des catégories high-tech et fashion, un chiffre qui a progressé de 4 points en 3 ans. En Espagne, en Italie et au Royaume-Uni, l'occasion ne représente que 5 à 6% des achats sur ces catégories. Seuls les Allemands achètent plus souvent en ligne des vêtements neufs que d'occasion. En France, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, sur cette catégorie, la fréquence d'achat est supérieure pour les produits d'occasion que sur les neufs. Le grand gagnant de la progression de l'occasion dans le vestimentaire est Vinted. En France, sa part de marché est passée de 15 à 17% en un an. En Italie, de 4 à 7. Les marques de mode et de fast fashion les plus vendues sur Vinted sont Nike, Zara, Levi's, Adidas ou encore H&M. En France, les produits Zara représentent 2,6% des achats qui sont effectués. En Espagne, les produits Nike arrivent en tête avec 5,5% des parts de marché.
Le Bon Coin, Vinted, Encore Store rejoignent l'Alliance française des places de marché pour faire face aux pressions réglementaires, à lire sur franchweb.fr en date du 14 février. Face aux pressions réglementaires et aux nouvelles responsabilités qui leur sont imposées, les plateformes de vente en ligne s'unissent en France pour être plus fortes, telles Vinted et Le Bon Coin qui rejoignent le même lobby. L'Alliance française des places de marché, AFDPM, s'est félicitée mardi d'accueillir en son sein Vinted, Le Bon Coin ou encore la licorne Encore Store, lui conférant une bonne représentativité en termes de part de marché, a déclaré à l'AFP son président Sébastien Duplan. Amazon, qui ne fait pas partie de l'Alliance, Le Bon Coin et Vinted sont les 3 premiers sites de vente en ligne en France en termes d'audience, avait rappelé le délégué général de la FEVAD, Marc Lolivier, début février à Bercy. De 2019 à 2022, le volume d'affaires des places de marché en France a augmenté de 30% contre 17% pour les ventes en propre, avait-il par ailleurs indiqué. Forte de cette montée en puissance, et face à un cadre réglementaire en cours de définition, la FDPM, fondée en 2002 par Back Market, eBay, Etsy, ManoMano et Rakuten, entend se mobiliser pour porter la voix du secteur en France, indique-t-elle dans un communiqué. Dans son viseur notamment la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, AGEC. Celle-ci prévoit que sur le principe du pollueur-payeur, les fabricants soient responsables de la fin de vie des marchandises relevant de filières à responsabilité élargie du producteur, textile, électronique, bricolage, jouets, etc. Ainsi, ils sont tenus d'intégrer un coût de prévention et de gestion des déchets aux produits et de s'acquitter d'une éco-contribution permettant de financer diverses mesures de l'économie circulaire, filières de recyclage, de réparation, etc. Mais depuis le 1er janvier 2022, toujours dans le cadre de la loi AGEC, les plateformes et places de marché sont tenues d'assumer ces responsabilités en cas de défaillance des vendeurs. Empilement de dispositions. À ManoMano, on a 5000 vendeurs sur notre plateforme et 16 millions de références, précise Sébastien Duplan, également directeur des affaires publiques du site de matériel de bricolage. On est face à des volumétries qui font que du monitoring généralisé est impossible, assure-t-il, avec des répercussions sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise, développement technique des sites, travail avec le juridique, surcoût financier, de l'éco-contribution, etc. De son côté, Amazon a indiqué à l'AFP avoir informé l'ensemble de ses vendeurs partenaires des réglementations en vigueur et mis en place un portail dédié pour les accompagner dans leur démarche. Le spécialiste des places de marché en ligne, Miracle, a quant à lui chiffré à 89 le nombre de rendez-vous avec les représentants des pouvoirs publics en France et à Bruxelles en 2022, et le développement d'outils technologiques pour ces adaptations lui coûte 1 million de dollars par an, selon son cofondateur Philippe Corot. Depuis 2023, les très grandes plateformes doivent se plier à d'autres textes comme le règlement sur les services numériques, Digital Services Act ou DSA, souhaité par l'Union européenne et qui sera appliqué à toutes en février 2024. Les plateformes doivent proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites qu'elles devront retirer ou bloquer rapidement et expliquer le fonctionnement de leurs algorithmes publicitaires. Selon un site gouvernemental, quant aux places de marché, elles sont priées de mieux tracer les vendeurs. Il est vrai qu'on observe un empilement des dispositions sur les plateformes dans une fenêtre temporelle très courte, ce qui demande de la part de ces dernières une forte mobilisation de ressources et de moyens, explique à l'AFP Marc Lolivier, qui estime qu'il convient cependant de distinguer les deux textes. Si l'européen, le DSA, était très attendu par les plateformes françaises car il permet d'harmoniser la législation au niveau européen, la franco-française loi AGEC peut entraîner une perte de compétitivité pour ces acteurs en concurrence avec des opérateurs implantés hors du territoire national, estime le délégué général. Les principaux axes de développement des enseignes en 2023 à lire sur acturetail.fr en date du 13 février. En 2023, les enseignes de la grande distribution vont devoir miser sur 4 tendances majeures pour atteindre une meilleure croissance et recruter de nouveaux clients. Ce sont l'intelligence artificielle, le marketing phygital, les marques de distributeurs et les engagements
RSE. Dans un secteur en perpétuelle mutation, les enseignes de la grande distribution doivent aborder chaque année de nouvelles tendances pour garder leur clientèle et maintenir leur croissance. En 2023, elles sont appelées à s'approprier 4 tendances clés d'après Shopfully, spécialiste européen du Drive to Store. L'intelligence artificielle. En premier lieu, les distributeurs devront davantage intégrer l'intelligence artificielle à leurs activités, notamment dans les entrepôts, la logistique et les magasins. L'IA leur permettra, par exemple, de mieux prédire la demande, d'optimiser la gestion des stocks, d'améliorer le travail des employés, de résoudre la pénurie de main-d'œuvre et d'améliorer l'expérience client, paiement via reconnaissance faciale, chariot intelligent, etc. Le phygital. Si le commerce physique représente encore 80% des ventes, les clients s'adonnent de plus en plus au shopping online. Aussi, ont-ils pris l'habitude de préparer leurs achats sur Internet avant de venir en magasin? C'est pourquoi il est impératif de nos jours de combiner expérience physique et digitale, ce qu'on appelle le phygital. Cela permet une personnalisation plus poussée du parcours d'achat. Des marques, des distributeurs. Aujourd'hui, les consommateurs sont attirés par les produits moins chers, surtout dans le contexte inflationniste actuel. Pour les satisfaire, les enseignes doivent développer beaucoup plus leurs marques de distributeurs, les fameuses MDD, dont ils maîtrisent les tarifs. Ils ont d'ailleurs intérêt à se positionner comme des marques et non plus comme de simples vendeurs. Les engagements RSE. Enfin, les Français préfèrent de plus en plus se tourner vers les enseignes qui portent certaines valeurs, en particulier celles qui respectent leurs engagements RSE. Ils attendent qu'elles prônent notamment la durabilité, l'amélioration de leur empreinte carbone, privilégient les circuits courts ou encore promeuvent l'égalité et la parité. Amazon ne va plus collaborer avec certains grossistes en Europe, à lire sur siècledigital.fr en date du 16 février. Amazon a annoncé couper les liens avec certains grossistes européens qui fournissent des produits sur son site dans un contexte de ralentissement économique affectant le géant de l'e-commerce. Amazon préfère que les vendeurs tiers passent directement par sa plateforme. L'année 2022 a été marquée par une importante récession économique qui a frappé de plein fouet le secteur de la tech, une tendance qui devrait perturber en 2023. En conséquence, les entreprises cherchent à réduire leurs dépenses au maximum, à l'instar d'Amazon qui, après avoir connu une croissance exponentielle pendant la pandémie, voit ses revenus se stabiliser. Fin décembre, l'entreprise annonçait ainsi le licenciement de 18 000 personnes, tandis que son PDG, Andy Jassy, procède à une réduction massive des dépenses dans l'ensemble des divisions de la société. Comme toute entreprise, nous évaluons régulièrement nos méthodes d'approvisionnement dans le but de maîtriser nos coûts et de continuer à offrir des prix bas aux clients. C'est dans cet esprit que nous avons pris la décision, pour certains produits de nos boutiques européennes, de nous approvisionner directement auprès des propriétaires de marques. Nous continuerons à nous approvisionner auprès des grossistes et distributeurs lorsqu'ils sont propriétaires de marques ou qu'ils disposent de droits de distribution exclusifs. Les grossistes et distributeurs souhaitant poursuivre leur collaboration avec Amazon sont les bienvenus et peuvent continuer à vendre leurs produits sur notre boutique directement aux clients en tant que vendeurs tiers au travers de notre marketplace. Afin que les grossistes et distributeurs puissent se préparer à ce changement et l'anticiper, nous le mettons en œuvre au plus tôt à partir du mois d'avril, annonce-t-elle. À partir du mois d'avril donc, et de manière progressive, les grossistes ne rentrant pas dans ces conditions et qui achètent les produits aux marques et les revendent à Amazon ne seront plus acceptés sur la plateforme en Europe. Plutôt, la société encourage les marques à vendre directement depuis sa marketplace, ce qui va lui permettre de prendre une commission sur chaque vente et de facturer des frais supplémentaires pour la logistique et la publicité sans acheter directement des stocks, comme c'est le cas avec les grossistes. Renforcer le contrôle sur les fournisseurs. De cette manière, le géant américain va être en mesure de mieux contrôler ses relations avec les marques qui veulent vendre leurs produits sur son site en ayant une plus grande influence sur leur prix ainsi que sur la sélection des articles. Comme le note SNBC, cette décision coïncide avec la volonté globale d'Amazon d'automatiser certains aspects de son activité de gestion des fournisseurs. Elle a par exemple réduit son personnel gérant les catégories de produits. En amont, les vendeurs tiers s'appuient de plus en plus sur le système interne d'Amazon appelé vendeur central pour effectuer des tâches telles que la négociation des bons de commande et la gestion des expéditions. Dans le monde idéal d'Amazon, le modèle First Party est conçu pour avoir la relation avec les grandes marques de chaque catégorie. De cette façon, ils peuvent directement contrôler la
disponibilité des produits et la tarification parce qu'ils achètent le produit de la marque elle-même. S'il y a un intermédiaire, cet intermédiaire nécessite un financement supplémentaire ou une partie de la marge bénéficiaire qu'Amazon pourrait prendre à la place, explique Martin Hebel, qui dirige une agence de conseil accompagnant les vendeurs à faire des affaires sur Amazon. La licorne française Miracle annonce une nouvelle année record en 2022 à lire sur Le Figaro en date du 14 février. La licorne française Miracle, spécialiste des places de marché en ligne, a enregistré 135 millions de dollars de revenus récurrents en 2022 et 6 milliards de dollars de volume d'affaires sur les plateformes utilisant sa technologie, a-t-elle annoncé mardi. Il s'agit d'une nouvelle année record, a déclaré son cofondateur Philippe Corot lors d'une conférence de presse, malgré un contexte de crise multiple, inflation, guerre en Ukraine. Miracle a affiché une croissance de 40% de ses revenus récurrents sur un an et a conquis 83 nouveaux clients en 2022 sur un portefeuille de plus de 400 clients. Le volume d'affaires de la licorne française, à savoir une jeune entreprise valant plus de 1 milliard de dollars, a lui bondi de 43%. En 2022, on a été la première start-up française à être transparente sur nos chiffres en rendant public ses revenus annuels récurrents, a-t-il tenu à souligner. L'éditeur de logiciels né en 2012 est spécialisé dans les places de marché en ligne qui permettent aux entreprises comme Carrefour, Maison du Monde, Accor Hotel ou Leroy Merlin de proposer une offre pléthorique à leurs clients sans avoir à gérer les stocks, en agrégeant des vendeurs tiers, ceux à destination du grand public, marketplace B2C ou professionnels en B2B. Les 6 milliards de dollars de volume d'affaires enregistrés ont été générés par les plateformes déployées par Miracle avec un pic pendant le Cyber Week, du Black Friday au Cyber Monday, où le volume d'affaires a été plus important que celui de l'année 2016 entière, a déclaré Philippe Corot. L'entreprise est revenue mardi sur 3 offres de produits et services développés en 2022. Miracle Payout, une solution financière réduisant la charge réglementaire et la complexité des paiements des vendeurs, mais aussi Miracle Ads, permettant à ses clients de monétiser leur trafic web et leurs données. Et enfin Miracle Target to Sale, visant à proposer toujours le bon produit au bon client au bon moment pour augmenter le taux de conversion, peut-on lire dans le communiqué de presse. Implanté dans 16 pays, Miracle emploie 750 personnes de 40 nationalités différentes et vient d'ouvrir un bureau au Japon, à Tokyo. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.